Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, on continue aujourd'hui notre série de webinaires iSpring Academy, et on parle des tendances e-learning, en partageant nos conseils et astuces iSpring et nous abordons les cas clients. Donc, je m'appelle Tania Côté. Peut-être pour certains d'entre vous, mon nom est connu et peut-être on est déjà même en contact. Donc, je suis responsable de zone chez iSpring Solutions et je m'occupe des pays francophones. Donc, bonjour Monsieur Boer, super. Voilà, donc je vois que vous m'entendez très bien et vous me voyez. Donc, aujourd'hui, on parle des 20 erreurs les plus fréquentes en conception de cours en ligne. Donc, bien sûr, aujourd'hui, on va faire le récapitulatif des erreurs les plus fréquentes et on va parler des erreurs et les principes généraux de la conception visuelle. Donc, on commence par la 20e place. Et donc, la 20e place revient à une erreur qui est appelée test inutile. Vous allez me poser la question, de quoi s'agit-il? En fait, c'est une chose qui, normalement, n'a pas sa place dans un cours de formation. Je suis d'accord avec vous. Mais parfois, les concepteurs pédagogiques veulent diversifier leur travail et ajouter les choses ludiques et distrayants à un cours un petit peu ennuyeux ou un petit peu trop compliqué. Et en fait, contre toute attente, ce type de contenu peut être perçu d'une manière vraiment négative. Et donc, je vous dis pourquoi. Regardez sur ce test. Donc, c'est un quiz. Où va le bus? Évidemment, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, puisque c'est le test juste pour diversifier, pour créer un élément ludique un peu bête, si vous voulez. Mais en fait, il faut penser que toutes ces choses, en général, créent une ambiance un petit peu bizarre. Donc, de toute façon, le contenu doit impérativement toucher le public cible. Donc, faites-le uniquement si vous êtes sûr que votre blague va être perçue d'une manière correcte. Maintenant, on va venir à une erreur suivante. Donc, c'est l'erreur, la 19e place, et elle revient à la texture en arrière-plan. Donc maintenant, je dois dire que cette pratique est de moins en moins utilisée pour les cours de formation, mais je dois dire quand même qu'elle n'a pas totalement disparu. Et voyez, je pense que le concepteur pédagogique ici voulait tout simplement intégrer des éléments inhabituels pour créer quelque chose de singulier, d'intéressant. Mais en fait, là, il faut le faire vraiment avec modération parce que tous ces effets détournent l'attention des élèves. Et donc, bien sûr, dans notre objectif doit rester toujours le contenu. Regardez le slide suivant. Donc ça, c'est pareil. La texture en arrière-plan est bizarre également. Donc, ça détourne l'attention de l'apprenant, et au lieu de lire le titre, le titre du premier chapitre, il est plutôt attiré par ce fond scintillant et ça sert pas à grand chose en fait. Donc là sur ce slide, vous pouvez aussi réfléchir même vous-même à partir de mettre, on va dire, vous à la place de votre apprenant, où votre regard tomberait dans ce cas-là. On va avancer et maintenant on va parler de la 18e erreur, et elle est appelée confusion sur le public cible. Donc, regardez cette illustration. Le cours s'appelle Immersion dans la programmation. Mais là, on voit dans le descriptif, cours de formation destiné à ceux qui veulent franchir un palier, etc. Et là, on voit les termes ou les notions qui peuvent paraître complexes. Donc, pour cette raison, il serait raisonnable de déterminer les destinataires du cours de formation avant la mise en page définitive. Et donc, bien sûr que si
Si ce cours est destiné à des personnes qui commencent seulement leur chemin dans la programmation, il vaut mieux peut-être éviter de mettre les acronymes ou les termes trop compliqués sur la page de départ. Et de toute façon, euh, euh, il faut euh, il faut penser à la création de briefs avant la mise en page de votre cours. C'est là où vous décrivez vos objectifs, votre public cible, votre scénario, et comme ça ça permet en fait d'éviter ces erreurs. Donc, on va continuer. Et maintenant, on parle des bulles de texte. Et je dois dire que ça paraît évident. Vous allez me dire, mais Tania, pourquoi tu en parles? Mais en fait, même quand on fait les concours ou quand les clients nous envoient leur cours, leur formation, leur module, on voit que parfois les bulles, c'est quelque chose d'horrible. Donc, regardez sur cette image. Là, on voit que le concepteur a mis cette bulle juste près de l'oreille du personnage. Et on observe souvent que les concepteurs essayent de mettre cette bulle soit dans l'oreille, soit dans dans la bouche, pardon. Là, j'ai pensé à la bûche de Noël, pas vraiment nécessaire. Voilà, donc mettre près de la bouche de la personne qui parle. Et ça paraît vraiment étrange et très peu esthétique. Donc, en fait, il vaut mieux tout simplement penser à la règle de proximité. Donc, il suffit de mettre cette bulle tout simplement, et là, vous voyez, pareil, avec une longue queue qui s'affiche. Tout simplement, il faut penser à créer une toute petite queue donc qui va se mettre juste à côté de la personne avec cette règle de proximité. Donc là, par exemple, c'est pas vraiment proche de la bouche ou de l'oreille, mais on comprend très bien que c'est cette personne qui parle. En même temps, cette bulle, elle n'est pas loin du personnage, donc on associe bien ce personnage et les paroles qu'il voudrait dire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un exemple de bulle de texte réussie. Voilà. Ensuite, on revient encore une fois au sujet des abréviations. Et là, par exemple, sur ce slide, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Donc là, c'est pas si, peut-être ça paraît pas aussi clair, mais en fait, avec les abréviations, il faut faire attention parce que il y a deux types d'abréviations ou d'acronymes. Donc, bien sûr, il y a des abréviations ou des acronymes qui sont connus auprès de tout le monde. Et là, ça serait inutile de les mettre en entier ou de donner les explications. Par contre, s'il s'agit des termes spécifiques ou des acronymes qui sont connus euh, auprès du public euh, bien cerné, là, il faut revenir à la question de votre cible, pour savoir si ce sont des débutants qui qui peuvent en tout cas être surpris par toutes ces abréviations, ou on parle des personnes, par exemple, qui sont experts dans le domaine des ventes et qui vont vite comprendre de quoi il s'agit. Donc là, c'est quelque chose de très important. Ensuite, on va parler des arts objets de PowerPoint. Et ça, je pense que vous voyez de quoi il s'agit. Donc, ce sont des différentes figures en 3D ou tout simplement des effets voluminateurs comme vous le voyez sur notre écran. Donc là, il faut vraiment en faire usage avec modération. Je dois dire que euh, même si, je dirais qu'avant, on les utilisait pour embellir le texte, les modules, etc. Maintenant, ça paraît un petit peu vieillot et je dirais obsolète. Donc, il vaut mieux de faire simple en tendant vers le minimalisme plutôt que faire usage de différents procédés pour embellir toutes ces choses, et ça peut créer tout simplement un chaos sur le diaporama, par exemple, comme ici, il y a des différentes couleurs, des effets voluminateurs et ça, euh, le cours perd son aspect esthétique. Voilà. Et maintenant,
nous arrivons à la place suivante, donc la 14e place. Et là, nous avons le non-respect de la règle de proximité. Encore une fois, je l'ai déjà abordé un petit peu avec les bulles. Et là, vous avez, je pense que vous êtes d'accord avec moi, qu'on a deux erreurs, on va dire. À gauche, on voit donc les chiffres. À droite, on voit le texte. Il y a le personnage qui s'est incrusté entre les chiffres et le texte. Donc, bien sûr, la règle de proximité n'est pas du tout respectée ici. Et là, je dois dire qu'en général, la règle de proximité, c'est une règle essentielle en termes de formation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce slide? Je pense que le mieux, c'est de mettre le personnage sur le fond gris à droite. Tout ce qui est chiffres et textes, il faut les rapprocher. Et bien sûr, un petit peu travailler sur la mise en page pour que ça soit bien en phase et pour que l'apprenant puisse bien associer les objectifs du cours, premier objectif, deuxième objectif, etc. Donc ça, c'est vraiment important dans ces cas. Voilà. Donc ensuite, on va avancer. Et ici, je voudrais avoir vos idées. Donc, regardez, ici, on voit la diapositive où vous pouvez avoir plusieurs erreurs. Donc, je vous invite à m'écrire en chat les choses que vous voudriez améliorer sur ce slide. Donc, ça serait intéressant de le savoir. De toute façon, vous avez l'embarras du choix ici, car on est quand même loin de l'idéal. Oui, le dos, c'est pas les Alpes. D'accord. Oui, je vois que vous écrivez plein de choses. Ça c'est génial. Et donc, oui, en fait, vous avez tous raison. Ici, il y a pas mal de choses à refaire et toutes vos remarques sont vraiment utiles. Mais là, les premières choses que vous avez dit par rapport au dégradé, c'est bien sûr, c'est ça qui crée, c'est ça qui saute à l'œil, je dirais. Et donc, c'est ça notre erreur. Voilà. Donc, regardez, c'est effectivement le dégradé de couleur. Le temps redouté, je l'ai appelé. Pourquoi le temps redouté? Parce que souvent, les concepteurs voudraient faire le dégradé parce que voilà, c'est intéressant, c'est joli, etc. Mais en fait, c'est là où on peut gâcher plusieurs choses. Donc déjà, il faut faire attention à la lisibilité du texte parce que ici, vous voyez, on va dire que certaines lignes sont très peu lisibles. Et il faut essayer si vous créez quand même le dégradé, il faut faire en sorte que ça soit vraiment harmonieux et joli. Donc, on peut bien sûr réussir le dégradé de couleur sur, par exemple, les boutons d'un lecteur. Je vais avoir un petit exemple ici. Donc, regardez par exemple sur ce slide, vous voyez les boutons. C'est ça, les boutons pour commencer, par exemple, ou les boutons de navigation. Et là, il y a un petit dégradé. Là, il est joli. Et ça paraît joli et en même temps, ça ne distrait pas l'attention de vos apprenants. Et nous, on avance avec vous et on arrive à l'abondance de différentes formes. Donc là, encore une fois, vous allez me dire qu'il y a plusieurs choses. Il y a les boutons de navigation en bleu, donc les boutons bleus qui sont ronds. Il y a une forme inhabituelle pour la photo. Il y a les formes rectangulaires et tout ça. Et peut-être, on va dire, au premier abord, quand vous voyez juste une diapositive, ça c'est bon. Vous allez me dire, bon, bah, c'est pas grave. Mais si vous voyez toute une présentation, tout le module comme ça, avec plein de couleurs, plein de formes différentes, ça peut devenir agaçant. Et donc, il est préférable de se tenir à l'uniformité des formes. Donc, ça c'est une chose, mais je dois dire aussi que quand vous utilisez des formes différentes dans vos
dans vos modules, il faut aussi tenir en tête le sujet, les choses dont vous parlez. Bien sûr, quand par exemple on parle de bien-être au travail, ou on parle de naturopathie par exemple, ou quelque chose comme ça, les formes ronds partout peuvent vraiment bien aller parce que on cherche quelque chose d'apaisant, quelque chose qui, en fait, on cherche quelque chose tendre, doux, et toutes ces formes rondes vont être en phase avec le contenu, avec votre contenu. Et si vous parlez des choses plus sérieuses, par exemple, là, ou par exemple, il s'agit d'un contenu rigoureux, ça serait quand même bizarre d'utiliser les formes inhabituelles, comme par exemple là sur la photo. Donc, on va faire encore un petit sondage parce que je suis vraiment intéressée par votre opinion. Est-ce que vous avez déjà réfléchi aux formes au moment de concevoir votre cours de formation? Donc, vous allez avoir une question: avez-vous déjà réfléchi à l'importance des formes pour votre cours de formation? Et vous allez avoir deux réponses: oui ou pas encore. On est moitié-moitié. Donc, il y a les personnes, 51% des personnes qui ont déjà réfléchi à ces formes, à l'importance de chaque forme. Et il y en a d'autres qui vont le faire, je pense. Donc, voilà. Et c'est vrai que quand on parle des formes, il faut penser donc à votre contenu, il faut penser à une certaine harmonie que vous allez créer sur vos slides, mais il faut aussi penser à donc l'abondance. Donc il faut pas qu'il y ait trop de formes différentes. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà, on continue maintenant et là on arrive à la 11e place et elle est détenue par une erreur appelée tout est important. Et là, dans ce cas de figure, je souhaite mettre en évidence plusieurs idées sur le diaporama. Donc, regardez, je pense que le concepteur ici voulait vraiment mettre sur la même diapositive plusieurs choses importantes, utiliser les choses, donc les soulignements en gras, etc. Et c'est pas quelque chose qu'il vaut mieux faire. Donc, il vaut mieux euh, respecter le principe, une idée, une diapositive. Donc, par exemple, si vous avez 3 idées clés sur la même diapositive, c'est vraiment difficile pour l'apprenant de bien comprendre les choses, de bien les retenir, etc. Donc, soit vous pouvez créer vraiment plusieurs slides et avec une idée clé par slide, ou sinon vous pouvez utiliser les interactions que vous pouvez trouver sur iSpring Suite. Donc, c'est les interactions, par exemple, avec les différents onglets qui permettent de visualiser, par exemple, un concept, mais sous plusieurs onglets. Donc, ça, vous pouvez découvrir avec votre version d'essai gratuite. Vous cliquez sur interaction et vous pouvez visualiser comment on peut le faire. Et comme ça évite de mettre toutes les choses importantes ou plusieurs choses importantes sur la même diapositive. Voilà. Et maintenant, on va parler d'animation illogique. Donc ça, c'est aussi une erreur. Donc c'est la 10e place. Et ici, je dirais que c'est une erreur qui n'est pas très claire parfois, parce que on pense que l'animation c'est super, c'est quelque chose de pratique, ça donne un aspect très ludique, etc. Mais en fait, là par exemple, je vais vous montrer. Ça va être plus clair. Donc, regardez, on parle de l'incendie, on parle de quelque chose de très sérieux, et en même temps, il y a plusieurs éléments. Et
en fait, d'habitude, ça engendre des difficultés pour les apprenants, parce que déjà, ça prend du temps. Il y a les choses qui sautent, il y a les choses qui se roulent dans tous les sens. Et en fait, si vous avez juste une diapositive comme ça, c'est OK. Peut-être au tout début, l'apprenant va même manifester un certain intérêt, mais après, c'est sûr qu'il va être fatigué tout simplement par toutes ces choses-là. Donc, regardez par exemple, hop, avec ce petit oiseau petit oiseau qui s'envole. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt euh, négatif parce que ça peut entraîner la perte d'attention de la part de l'apprenant. Voilà. Et on passe maintenant à la 9e place, et ce sont des personnages en apesanteur. Donc là, c'est assez intéressant parce que d'une part, on a souvent recours à des personnages, et ça c'est très bien. C'est une bonne chose en soi, bien sûr. Les personnes peuvent, en voyant, je veux dire, les apprenants, quand ils voient les personnages, ils peuvent imaginer comment ça se passe, ça devient un peu plus personnalisé, mais très souvent, les personnages sont un peu comme dans l'air, voyez, et c'est comme s'ils flottaient en fait dans l'air. Et malheureusement, c'est très très courant. Vous allez me dire, mais non, c'est pas possible. Si, je peux vous dire qu'on le voit très 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 couramment. Donc, moi, je pense que là, il y a plusieurs solutions. Soit vous les posez bien par terre, mais même cette solution n'est pas très appropriée parce que quand on utilise le personnage, on voudrait que les apprenants puissent voir les émotions de ce personnage, de se projeter un petit peu, d'imaginer peut-être comment ça aurait été s'est passé à sa place, etc. Donc, dans tous ces cas de figure, il vaut mieux faire en sorte que les personnages soient un petit peu plus proches des apprenants. Donc, il vaut mieux couper l'image à la hauteur de la taille. Et comme ça, et bien sûr, les personnages deviennent plus grands et c'est plus facile pour nous de lire leurs émotions, par exemple. Et de toute façon, le contraste visuel devient plus clair, tout simplement meilleur. Voilà. Et donc là, on voit que, je pense que vous êtes d'accord avec moi, que sur cette diapositive, c'est bien mieux. Voilà. Et là, je voudrais quand même vous poser une question pour avoir votre avis. Donc, si vous prenez ces deux diaporamas, donc version 1, version 2, laquelle vous trouvez meilleure? Donc là, il y aura encore un petit sondage. Bon, je vois que tout le monde trouve que c'est mieux. Non, il y a quand même quelqu'un qui pense que la version 1 est mieux. Après, vous savez, je dois dire aussi que là, quand on parle des choses, on va dire, pour ce module exactement, bien sûr, c'est la version 2 qui est la meilleure. Mais après, il peut y avoir des exceptions quand c'est vraiment important de mettre en avant une personne en entier, on va dire, leur posture ou quelque chose comme ça, ça peut être justifié. Mais voilà, dans la plupart des cas, il vaut mieux choisir quelque chose de plus près. Donc, encore une fois, respecter la règle de proximité. Voilà. On continue et maintenant, on parle des images dénuées de sens. Donc, ça, c'est vraiment une erreur très fréquente, donc la 8e place. Et là, on parle, par exemple, ici dans ce cours, on parle des règles de base du travail. Et je pense que le concepteur voulait avoir des images, utiliser des images de stock et faire quelque chose d'intéressant. Mais en fait, ici, je dirais que l'image n'est pas du tout en phase avec les règles de base de travail, donc avec le texte. Et en général, je trouve que tous les personnages comme ça étaient très tendance il y a peut-être plus de 10 ans en arrière, mais maintenant, ce n'est plus le cas.
Donc, je pense que là, on a vraiment un problème de cohérence. Euh, voilà, donc je pense que ici, dans ces cas-là, on doit penser à une règle d'harmonie et de cohérence. Quand vous choisissez une image pour vos cours, il faut penser que cette image doit soit compléter le sens, le sens de votre contenu ou les choses que vous abordez, soit le renforcer ou tout simplement embellir, mais il faut que, de toute façon, tout doit avoir un sens. Voilà, donc on continue maintenant et on parle des choses que vous avez mentionnées déjà dans le chat avec le texte d'un bout à l'autre. On l'appelle comme ça. Donc, bien sûr, elle concerne le texte et on a souvent tendance à mettre beaucoup de texte en saturant complètement le diaporama du bord gauche jusqu'au bord droit. Et c'est pas acceptable. Donc, regardez encore un exemple. Donc là, pourtant, on n'a pas beaucoup de texte. Mais mettre juste une ligne comme ça, féliciter des élèves pour leur réussite, etc., d'un bout à l'autre, c'est pas vraiment acceptable. Et donc il faut faire les erreurs, les efforts, pardon, pour le lire. Donc c'est pas très bien. Voilà. Et je dois dire que l'alignement aussi, l'alignement justifié qu'on utilise dans nos documents Word, etc. Ici, dans nos parcours de formation, dans les modules de e-learning, c'est pas vraiment nécessaire parce que dans la plupart des cas, ça crée des trous, comme vous le voyez ici à votre écran. Donc, encore une fois, il faut faire les efforts pour lire le texte et c'est vraiment, c'est pas nécessaire ici du tout. De toute façon, quand vous lisez le texte et il y a les trous, votre cerveau s'arrête à chaque mot. Donc, il vaut mieux tout simplement utiliser l'alignement à gauche et on remédie à ce problème très facilement. Voilà, donc on continue. Et voilà, donc là, c'est la 6e place. Et c'est une erreur malheureusement très fréquente. Je pense que vous avez deviné ce que c'est. Ce sont des erreurs, les coquilles, des fautes, etc. Donc là, ils sont soulignés en rouge. Je dois dire que, bien sûr, tout le monde peut commettre les erreurs. Surtout quand vous travaillez beaucoup sur vos cours de formation. Vous créez des modules, vous pensez au contenu, vous travaillez sur l'aspect visuel. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte. Et souvent, notre œil, on va dire, il devient fatigué aussi. Donc, au bout d'un moment, on peut ne pas les voir, toutes ces erreurs. Donc, il vaut mieux tout simplement faire une... tout simplement faire une pause et continuer ou revenir sur cette question plus tard. Donc, regardez, donc c'est ça la 6e place. Et vous pouvez voir ici que les coquilles et les fautes sont assez fréquentes. Et le problème ici, c'est que l'apprenant peut perdre sa confiance dans le contenu. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux relire le texte ou faire relire le texte. De toute façon, on n'est pas à l'abri des erreurs, ça je l'ai déjà dit. Et voilà, il vaut mieux tout simplement y revenir encore une fois, peut-être même dans quelques heures, et comme ça, vous pouvez vite voir après toutes ces coquilles et remédier à tout ça. Voilà, et maintenant on arrive à la 5e place et c'est diaporama pot pourri. C'est comme ça que je l'ai appelé en fait, et je pense que vous devinez ce que je voulais dire. C'est en fait un diaporama avec beaucoup de différents styles, couleurs, variantes de présentation, toutes les informations possibles et imaginables. Et bien sûr, c'est pas la pire option, mais quand même, là, par exemple, sur vos écrans, vous voyez, il y a donc l'algorithme, il y a plusieurs icônes, il y a même le personnage donc dans le coin gauche, et
pareil, d'ailleurs, ça vient de stock, donc c'est pas très, maintenant, c'est pas une tendance vraiment. Et en fait, il vaut mieux opter pour une chose, pas plusieurs. Et comme ça, l'attention de votre apprenant va être concentrée sur ce qu'il vous faut, en fait, sur le contenu ou sur les choses que vous voulez vraiment souligner. Voilà, donc on continue et maintenant, c'est les boutons et onglets en excès. Donc ça, pareil, parfois ça paraît évident, mais c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Et si on imaginez en fait ce qui se passe avec l'œil de votre apprenant. Là, vous avez un lecteur qui s'est affiché et c'est avec ce lecteur que votre apprenant interagit. Et là, on voit plusieurs boutons qui n'ont, en fait, qui sont pas du tout appropriés ici. Donc, il faut bien réfléchir de quel bouton l'apprenant a vraiment besoin dans votre cours. Donc, les boutons de navigation, bien sûr. Après, s'il y a les éléments qui sont inutiles, il vaut mieux les enlever. Donc, tout simplement, désactiver tous les boutons inutiles. Voilà. Donc, ensuite, la troisième place. Et là, on parle des instructions compliquées. Donc, ici, vous voyez, on parle navigation, préparer les écouteurs pour suivre le cours de formation. Et vous avez plein de flèches. Donc, j'imagine que tous ces chemins peuvent paraître vraiment bizarres, compliqués, et la personne, donc l'apprenant, peut être perdu. Donc, et d'ailleurs, les flèches peuvent être très trompeuses. Donc, il est préférable, encore une fois, de doser les informations. Donc, d'abord, familiariser peut-être l'apprenant avec certaines choses et après seulement continuer et rajouter des slides, etc. Donc là, cette page d'instruction, je dirais, peut plutôt embrouiller que créer quelque chose de très clair, en fait. Voilà. Donc ensuite, on continue et on arrive à la hiérarchie non respectée. Et ça, c'est vraiment la deuxième place. C'est très courant. Regardez sur cette diapositive. On n'arrive même pas à comprendre où est le titre, où est les clés et tout ça. Donc, bien sûr, la hiérarchie ici est non respectée. Donc, en fait, quand je parle de la hiérarchie, je parle de la disposition des éléments du diaporama de façon à ce que l'apprenant puisse parcourir cette diapositive facilement et vite comprendre les éléments essentiels donc pour la compréhension du sujet. Donc, ce sont des éléments essentiels qui doivent être plus gros, plus visibles, plus remarquables. Donc, ici, vous voyez, pour vous, où est le titre, en fait? En haut, on voit la première chose ayant lieu au début des échanges avec les élèves, c'est faire connaissance. Et après, on parle des objectifs de l'étape établissement d'un contact. Donc, c'est désordonné et il faut vraiment essayer de garder cette structure. Le titre, l'idée clé et après tous les autres éléments qui peuvent compléter les choses importantes que vous voulez dire. Et comme ça, en fait, pour rendre ces choses très claires, vous pouvez jouer avec les polices, avec la taille de la police, le caractère gras de la police, avec les règles de proximité, avec toutes ces avec la disposition des choses sur la diapositive. Et comme ça, si vous le faites bien, le slide et la présentation en général devient plus claire et plus, on va dire, plus facile à suivre parce que la hiérarchie est respectée. Voilà. Et on continue et on arrive à la première place et c'est les images de stock. Je pense que vous allez comprendre de quoi je parle. Je parle des illustrations ou des photographies qui ont été utilisées tellement souvent que
que les personnages utilisés deviennent vraiment inappropriés. Donc là, vous voyez les ventes par téléphone et vous voyez cette dame. C'est une image parfaite, l'ordinateur parfait, il n'y a même pas de poussière. La dame avec les ongles parfaits, il y a donc la peau est superbe. Et en fait, si on met une image, c'est qu'on essaye de faire en sorte que l'apprenant puisse s'associer à cette personne. Imaginez que lui aussi, il est capable de faire les ventes par téléphone. Et là, quand on voit une dame si parfaite, on peut se dire, ben non, c'est très peu c'est très loin de la réalité. Et c'est comme, vous savez, comme des images dans l'Instagram, les choses, les vraies photos et les photos qu'on peut parfois mettre dans nos profils, c'est pas toujours la vie de tous les jours. Donc c'est un peu ça. Si vous voulez créer quelque chose qui va rapprocher l'apprenant de la réalité, utiliser les images autres que les images de stock. Donc, regardez encore un exemple. Pareil, là, on parle des ventes par téléphone et on voit toutes ces personnes qui sourient, je pense que vous êtes d'accord avec moi que c'est pas très réaliste en fait. C'est loin d'être la réalité des choses. Je pense que les images des personnes qui travaillent sur l'ordinateur peuvent être un petit peu différentes quand même. Voilà, donc il vaut mieux choisir quelque chose de plus proche de la réalité. Pareil, on continue. Donc là, il s'agit de la réunion et à la fin, des personnes font mettre 5 donc après la réunion. Je pense, voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu bizarre parce que peut-être dans nos cultures, c'est pas souvent que les personnes le font. Donc, il vaut mieux trouver quelque chose qui va vraiment correspondre au sujet et aux relations des personnes en réalité, en fait. Voilà. Et donc, on est arrivé à la liste complète des erreurs les plus fréquentes. Donc, ici, on voit tout ça. Moi, je serais très contente si vous pouviez écrire en chat les erreurs que peut-être vous avez remarquées dans les cours que vous avez suivis, ou peut-être les choses les idées qui sont venues au cours de cette présentation. Donc, surtout, n'hésitez pas à partager avec nous en fait vos idées sur les erreurs qu'on a abordées aujourd'hui ou sur les autres les erreurs que vous connaissez aussi par rapport à votre expérience. Donc voilà, là on continue et là ici je voudrais vous parler d'un cours vidéo qu'on a créé pour les concepteurs pédagogiques. Donc c'est le cours qui commence comment créer un cours interactif en ligne. Donc c'est le cours vidéo. Vous pouvez là sur vos écrans vous devez voir une petite annonce. Et si vous voulez apprendre plus sur ce cours vidéo, surtout cliquez dessus et on va vous envoyer toutes les informations nécessaires. En fait, on a créé ce cours parce que on a trouvé important de vous donner on va dire une trame pour la création des cours. Donc, dans ce cours, je vais parler des scénarios à créer, des objectifs que vous devez vous poser, etc. Et bien sûr, je vais parler des différents outils que vous pouvez utiliser pour atteindre ces objectifs. Et bien sûr, je parlerai d'Ispring Suite, de toutes ces choses, de tous ces outils, comme c'est une boîte à outils, toutes les choses qu'on peut utiliser en fait pour rendre vos cours encore plus ludiques, engageants, etc. Voilà, donc on a préparé également une petite offre pour vous. Donc voilà, ça c'est sur ce slide, vous voyez ce coupon de réduction jusqu'au 31 mars. Bah, vous voyez, on fait aussi les coquilles. Donc c'est à la fin au lieu de S. Mais vous voyez, tout le monde peut faire les erreurs. Donc n'empêche que c'est
un bon de réduction qui est vraiment valable et vous pouvez acheter ce cours avec 15% de réduction et vous allez apprendre les principes fondamentaux pour créer des cours efficaces, différentes méthodes, bien sûr, de conception pédagogique, les étapes de développement de cours. Ça, c'est très important pour savoir, déjà pour savoir comment s'y prendre et surtout pour vous aider en fait dans votre activité parce que je sais que plusieurs d'entre vous ont plusieurs casquettes et c'est pas évident de bien élaborer les étapes pour ne pas perdre du temps et aussi pour ne pas que ça prenne aussi sur votre vie privée parce que parfois on se dit oh je vais le faire vite et finalement on le fait les soirs, la nuit, etc. Et c'est pas la bonne chose. Euh, vous allez voir comment créer des objectifs d'apprentissage mesurables et observables et aussi comment créer un storyboard et scénariser votre cours pour qu'il soit intéressant et pour que les apprenants n'aient pas pour qu'ils ne puissent pas s'arrêter en fait. Ils vont vouloir continuer ce storyboard et aller jusqu'au bout de votre scénario. Voilà. Je voulais donc aussi vous parler de notre offre. Euh, Pareil, vous voyez, c'est encore une coquille avec la même chose. Donc, c'est un pack, un cours vidéo pro avec iSpring Suite Max. Donc là, vous voyez pour ce pack en entier, donc un cours vidéo pro plus iSpring Suite. Mais vous pouvez aussi acquérir un cours vidéo pro juste à 480 € au lieu de 570. Et vous allez avoir donc 16 leçons avec les tâches pratiques en plus, les ressources utiles pour votre travail, le chat avec votre formateur, le certificat avec les commentaires d'experts et tout ça donc jusqu'au projet final. Après, si vous ne voulez pas avoir des tâches pratiques, des devoirs, et des ressources, etc., il y a aussi les, euh, les options donc pour ne pas les avoir. Donc, n'hésitez pas à nous écrire en chat. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Maintenant, je voudrais revenir à notre chat et répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout de suite. Et aussi, ce que je voudrais faire, c'est je voudrais vous laisser mon adresse email pour que vous puissiez nous écrire sur des sujets différents. Voilà, c'est donc voilà, tania.coté@ispring.com. Alors, j'ai vu que vous avez écrit pas mal de choses. J'espère que qu'ici a pu répondre à la plupart de vos questions. Si, de toute façon, si vous n'avez pas reçu de réponse à une de vos questions, n'hésitez pas, écrivez-nous. Donc, je donne aussi l'adresse de notre support. Donc, c'est support@ispring.com. Voilà. Comme on travaille avec 155 pays du monde, notre support technique est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ils sont là pour répondre à vos questions en chat, par téléphone et par mail. Donc, n'hésitez pas. Et je vois que ma collègue aussi vous a demandé de remplir le sondage après le webinaire. Je vous remercie par avance pour votre participation à ce sondage. Ça nous aide vraiment à améliorer notre contenu, nos webinaires, et je voudrais vraiment que les choses qu'on prépare pour vous soient vraiment utiles, pratiques, intéressantes pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à le remplir. Oui, donc Nadji, vous pouvez avoir votre certificat. Donc envoyez-moi un message sur tania.coté@ispring.com et voilà. Et on va pouvoir vous envoyer le certificat comme quoi vous étiez
présents à notre webinaire. Alors, Caroline, je ne suis pas sûre d'avoir compris. La vidéo de visionnage est payant. Vous voulez dire le cours vidéo que vous voyez affiché sur vos écrans? Oui, c'est payant. Donc, il y a deux façons de l'acquérir. Donc, c'est 480 € au lieu de 570 avec les leçons vidéo plus les tâches pratiques et toutes les ressources. Ou sinon, que les 16 leçons vidéo, c'est possible aussi. N'hésitez pas à m'écrire. Voilà. Donc, on a déjà pris presque 1 heure pour couvrir toutes ces erreurs. J'espère que c'était utile et intéressant pour vous. Donc, on va s'arrêter là. Oui, iSpring Suite. Oui, Malek. C'est iSpring Suite, c'est notre outil. Notre outil authoring. Donc, vous pouvez aussi regarder sur notre site si vous voulez ou m'écrire directement. C'est un outil qui permet de créer des cours sur la base de vos PowerPoint, par exemple, ou tout simplement à zéro. Vous pouvez créer des quiz, des simulations de dialogue. Vous pouvez faire les interactions comme j'ai suggéré lors de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à le découvrir et bien sûr, écrivez-nous. On va bien sûr vous accompagner dans tout ça pour être sûr que nos outils puissent vous aider dans vos projets. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Oui, alors, les évolutions sont-elles prévues? Je vois qu'ici répond à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser encore des questions si vous voulez. Oui, Ousna, merci. Je suis très contente si ça vous engage et si vous voulez vraiment participer. OK. Alors, n'hésitez pas à nous écrire de toute façon. Donc, même si vos questions surviennent au fur et à mesure, n'hésitez pas à nous écrire à tout moment. Oui, notre présentation est enregistrée. Vous allez tous recevoir un lien vers l'enregistrement de notre webinaire. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre participation. On va répondre à toutes vos questions, ceux qui sont restés sans réponse au cas où. Donc, je vous promets qu'on va vous répondre. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt lors de nos prochains webinaires et on reste à votre écoute. Donc, encore une fois, merci et à très bientôt.